Voilà, fidèles téléspectateurs, auditeurs de la voix de l'UCG et des Moto TV, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Talk Hebdo. Reprise de pourparlers de paix à Nairobi entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés opérant à l'est de la République démocratique du Congo. Le mouvement du 23 mars M23 n'est toujours pas convié à ces dialogues. Félix Tshisekedi insiste sur certains préalables avant tout dialogue avec ces groupes qu'il qualifie de terroristes, parmi lesquels le dépôt des armes et son retrait des zones occupées par des zones donc qu'il occupe. La paix à l'est de la République démocratique du Congo viendra-t-elle de ces dialogues de Nairobi? C'est la principale question au centre de ces débats. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Koulé Tata. Il est activiste et chercheur sur des questions sécuritaires dans la région de Grand Lac. Monsieur Koulé Tata, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, nous serions également avec deux députés provinciaux. Il s'agit des 10 députés provinciaux du Nord Kivu, élus du territoire de Rutshuru, Kakule Nzarani. Il est aussi interfédéral du Bloc uni pour la Renaissance et l'émergence dit Congo Burek, parti politique membre de l'Union Sacrée. Également Jean-Paul Palukunga Ngondi, député provincial du Nord Kivu, élu du territoire de Béni. Ils se sont tous excusés et ils pourront intervenir dans un prochain numéro. Alors, sans plus tarder, le pourparler des paix de Nairobi entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés opérant à l'est du pays ont repris depuis lundi dernier à Nairobi sous la facilitation de l'ancien président Uhuru Kenyatta et sous l'égide donc de l'EAC. Le mouvement du 23 mars n'est toujours pas convié à ces dialogues de Nairobi. Félix Tshisekedi insiste sur certains préalables avant tout dialogue avec ces groupes armés. Et parmi ces préalables, le M23 est appelé donc à déposer les armes et à se retirer des zones qu'il occupe à Rutshuru et à Nyiragongo. Le président de la République l'a dit dans son discours par visioconférence lors de l'ouverture de ces travaux de Nairobi. Alors, première question, monsieur Koulé Tata, quelle analyse faites-vous donc de ce discours du chef de l'État congolais? Moi, je crois que le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, Antoine, est resté constant dès le début et jusqu'à présent. C'est quelque chose à saluer pour une fois. Les Congolais se sont montrés fermes et déterminants quant à ce qui s'agit de la question de la pacification de l'Est de la RDC. Eh bien, si vous pouvez le remarquer, dès le début, il y a une confusion la plus totale. On ne sait pas réellement c'est contre qui la RDC est en guerre. C'est-à-dire, nous avons le Rwanda qui se fait toujours passer pour l'interlocuteur, l'ambassadeur, c'est pas l'avocat bien 23 d'un groupe armé qui se dit être une portion de la population nationale congolaise. C'est quand même paradoxal et difficile à comprendre. Lorsqu'il y a une partie de la population nationale d'un État qui se trouve intrigué, qui se trouve, n'est-ce pas, indigné pour quoi que ce soit, et que cette partie arrive à prendre des dispositions d'insurrection, donc de soulèvement contre le pouvoir établi, eh bien, cette partie de la population doit s'adresser aux institutions de cet État. Mais contrairement à cela, nous trouvons que non seulement les soi-disant M23 qui se disent une rébellion, parmi leurs revendications, ils défendent toujours les intérêts du Rwanda. Ils ne manquent pas de parler du Rwanda. Ils évoquent toujours les FDLR parmi leurs revendications. Ça montre qu'ils sont au service des intérêts d'une puissance étrangère. Ça, c'est de 1. Parce que cette question des FDLR doit se discuter entre État et État. L'État congolais et l'État rwandais. Mais voilà une portion d'une population qui ne serait même pas concernée par cette question, sauf
pour ce qui est de son sécurisation par les FDLR, se permet de prétendre prendre les armes parce qu'il y a des FDLR au Congo, les FDLR qui sécurisent le Rwanda. Ça, c'est de un. D'autre part, le Rwanda ne cesse de multiplier des discours allant dans le sens de montrer qu'il y a une frange de la population congolaise qui serait, dont le droit serait violé, serait empiété sur le sol congolais. Comment est-ce qu'un pays étranger peut s'occuper de cas ou de situations d'une population établie sur un territoire national d'un État souverain que de laisser cet État-là s'occuper de sa population? Donc, la population doit s'adresser au gouvernement. Et si un autre État veut intervenir, c'est une ingérence. Mais si cette ingérence-là peut être quelque peu tolérée, eh bien cet État-là doit s'adresser au gouvernement et dire, écoutez, chez vous, le droit de l'homme ou ceci, cela n'est pas respecté. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir cette question? Vous n'allez pas directement prendre les armes et agresser ce pays-là. Ça ne s'explique pas. Et c'est ce qui renforce et justifie la thèse selon laquelle nous ne sommes pas en présence d'une rébellion. Nous sommes en présence des mercenaires rwandais qui se font passer pour une rébellion qu'ils appelleraient M23. Sur le plan de droit, ça n'a aucun sens. Et même sur le plan politique, je ne sais pas comment cela peut se justifier. Parce que le M23, même le nom, l'appellation elle-même, porte à confusion. Mais vous venez revendiquer le respect de l'accord signé par une autre personne, sans être à même de nous prouver votre droit de succession. Est-ce que le CNDP a signé un accord avec un autre groupe de gens pour dire nous vous laissons le droit, nous vous laissons le pouvoir, nous vous léguons l'autorisation de bien vouloir revendiquer le respect des accords que nous avions signés avec l'État congolais? Donc, rien que l'appellation porte déjà à confusion. Et puis, donc, là, on comprend directement que c'est le Rwanda. Revenons maintenant aux pourparlers qui se tiennent à Nairobi. Revenons à ces pourparlers. Qu'est-ce que vous attendez de ces dialogues? De dialogue, disons, du dialogue qui se tient à Nairobi, nous n'avons rien à attendre. Pourquoi? Absolument rien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que à Nairobi, le dialogue est en train de se dérouler dans un cadre bien déterminé. Ce cadre-là, c'est la communauté, c'est une structure de la communauté est-africaine. Dans cette communauté-là, eh bien, le Rwanda est en train de jouer une influence très grande. Non seulement une influence, mais aussi sur le plan militaire. Le Rwanda occupe un poste très stratégique par rapport aux opérations. Donc, le rôle des renseignements pour la troupe de l'EAC, ce rôle-là est réservé au Rwanda. Or, il n'y a pas d'opération sans renseignement. Vous dites que le Rwanda joue à l'influence dans ces pourparlers. Est-ce que vous pouvez le démontrer? À quoi est-ce que le Rwanda influence ces pourparlers? Le Rwanda influence ces pourparlers, notamment par... Il y a beaucoup de signes qui montrent que le Rwanda est en train d'influencer. Parce qu'on n'a jamais entendu l'EAC condamner le Rwanda. Tout le monde aujourd'hui reconnaît que le Rwanda est en train d'équiper le M23. C'est connu par tout le monde. Dans toutes les assises, le Congo ne cesse de dénoncer l'agression rwandaise. Personne n'a dénoncé jusque-là. Et dans les assises de chefs d'État, dernièrement, ici, ils ont pris une décision. La décision obligeant le M23 de se retirer, de se faire désarmer, de se retirer des autres localités
et d'aller se regrouper à Sabinho, hein, au mont Sabinho. Mais si vous lisez tout le texte, ils n'ont pas condamné le Rwanda. Absolument pas. Alors que le Rwanda a reconnu tacitement être celui qui est en train d'appuyer le M23 et de se battre même sur le sol congolais. Lorsque le président Paul Kagame a accepté qu'il allait demander au M23 de se retirer des positions qu'il occupe. Comment pouvez-vous demander à un groupe armé de se retirer de ses positions alors que vous n'avez pas la même mise sur ce groupe armé? Donc, il y a beaucoup d'éléments qui viennent confirmer la thèse selon laquelle c'est le Rwanda qui est en train de nous agresser, nous nous battons contre le Rwanda. Alors, la chance que nous pouvons avoir pour vaincre ou pour gagner la guerre contre le M23 n'est pas loin. On va revenir à la chance, mais évoluons en restant dans la dynamique ou la logique de pourparlers de Nairobi. Est-ce qu'on n'est pas là? Vous avez dit que vous saluez la constance du président de la République à ne pas dialoguer directement avec la M23, mais est-ce que n'est pas associer la M23 pour parler de Nairobi? Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir régler le problème sans associer l'acteur lui-même, la M23? Je crois que ça serait une très mauvaise lecture, celle de croire que le M23 est l'acteur. Le M23 peut être un acteur matériel. D'ailleurs, il n'est pas le seul. C'est l'un des acteurs matériels. L'acteur principal, selon vous, c'est le Rwanda. L'acteur moral, c'est le Rwanda. Il est l'acteur moral et l'acteur matériel principal. C'est-à-dire, le M23 n'est qu'un acteur matériel secondaire, comme l'a été le CNDP, le RCD et les autres. Alors pourquoi on dénomme, c'est pour parler entre Congolais, dialogue entre Congolais de Nairobi, et c'est le gouvernement qui dialogue avec les groupes armés, et non un dialogue entre Rwanda et RDC. Et entre la dénomination et la réalité sur terrain, c'est vous qui posez des questions, sinon j'allais vous poser aussi la question de savoir qu'est-ce que vous constatez. Vous allez constater qu'à chaque fois qu'on veut parler du M23, sans éviter le Rwanda lui-même s'invite. Nous l'avons vu en Angola, à Luanda. On voulait parler du M23 et voilà, l'Ouganda est venu. Comme un membre de la CIRG. Non, ils sont venus. De Joao Lorenzo et les. Ils sont venus. Ils s'étaient présentés comme partie prenante au contentieux. Mais ce ne sont pas invités, ils ont été appelés. Ils ont été appelés, ça c'est vous qui le dites. À ma connaissance, je sais que ces gens-là, s'ils pouvaient se présenter, ça serait comme des observateurs peut-être. Mais la conduite du dialogue ou des discussions, du débat, a été telle que le Rwanda a eu des impositions. Des impositions à faire vis-à-vis du Congo. Le Congo, vous devez faire ceci, le Congo, vous devez faire cela, de même que l'Ouganda. Ça montre à suffisance. Mais nous avons besoin de quel type de lunettes pour comprendre que le Rwanda a avoué plus de 1000 fois que l'affaire, c'était son affaire. Donc, moi, je crois que nous sommes en train de perdre du temps et de l'énergie. On ne devrait pas continuer à beaucoup réfléchir sur cette question-là. Et je crois que les mécanismes diplomatiques régionaux, sous-régionaux, ce sont des mécanismes dont on ne peut pas se soustraire, bien sûr, mais qui ne peuvent nous amener nulle part. Donc la solution se trouve ailleurs. Ailleurs, certainement, on va revenir aux pistes de solutions, effectivement, mais parlons maintenant des rapports de force sur le terrain. Les rapports de force entre les M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Est-ce que ces rapports de force placent la RDC dans une bonne posture au point de refuser un interlocuteur, disons, la M23?
Vous dites qu'il n'est pas l'interlocuteur principal, c'est vrai, mais c'est lui qui fait la guerre contre les FARDC, bien sûr, sous l'égide du Rwanda. Vous savez, quand on vous présente un problème aux multiples mauvaises solutions, eh bien, il faut choisir la solution la moins mauvaise. Quoi que vous pouvez donner, quoi que nous pouvons donner au Rwanda, même si on négocie avec le M23, ça ne sera pas la fin de la guerre. Le Rwanda sera toujours présent en RDC. Il va continuer à empiéter sur la souveraineté congolaise. Et je pense que négocier avec le M23, c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose de nouvel. On va négocier de quoi? On va discuter de quoi? Dont on n'a jamais discuté. Tout ce que le M23 demande aujourd'hui, on l'a déjà donné au centuple. Aux groupes armés prédécesseurs qui sont venus sous la même étiquette, envoyés par le même patron, donc Kagame, et ils ont obtenu tout ce qu'ils demandaient. Ils avaient demandé le mixage, le brassage et consorts. On l'a fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné à ces gens-là? Au dialogue intercongolais en Afrique du Sud, Sun City, eh bien, le résultat était lequel? Le résultat a été que des ethnies qui se disent, de l'ethnie qui se dit minoritaire au Congo, dont le Tutsi, eh bien, nous avons eu certaines personnes qui se sont retrouvées au niveau de la présidence de la République. Roubero a été coopté comme vice-président de la République. C'était au nom du dialogue. Le dialogue entre, n'est-ce pas, les belligérants, des belligérants soutenus et accompagnés par le Rwanda. On a eu un sénateur comme Moïse Nyarugabo, lui qui s'est dit minoritaire, à Kinshasa il n'avait aucune base, mais qui a été coopté par les institutions de l'époque. Le PPRD a dit, nous faisons de lui notre sénateur, et on a demandé à tous les députés provinciaux de Kinshasa de voter pour Moïse Nyarugabo. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné à ces gens-là? Ils sont devenus des généraux au Congo, ils sont partout. Les entreprises publiques, partout ils sont là. Alors, même si on les laissait entrer aujourd'hui dans les institutions, comme ils les revendiquent, c'est tout ce qu'ils demandent. Quand vous allez dialoguer, acceptez-nous d'entrer dans les institutions, donnez-nous des postes, et beaucoup de choses. Les FDLR doivent rentrer. Bon. Après cela, il naîtra encore un autre monstre. Un autre monstre greffé sur le Rwanda et qui va continuer à nous déstabiliser. Donc, moi je crois que trop c'est trop. Il ne faut plus donner cette chance au Rwanda. Alors, continuer à blaguer avec nous. Quelle option faut-il privilégier finalement? Quelle option faut-il privilégier finalement, Monsieur Koulittata? Je rappelle à ceux qui viennent à peine de commencer à nous regarder que nous sommes sur ce plateau, monoplateau, ce vendredi, avec Koulittata. Il est expert des questions sécuritaires, analyste des questions sécuritaires dans la région de Grand Lac. Il est également doctorat en faculté de droit à l'université catholique de Graben. C'est avec lui que nous débattons de cette problématique pour parler de Nairobi entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés opérant à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, Koulittata, on va aborder donc la deuxième partie de cette émission. Quelle option finalement il faut envisager? Quelle option faut-il privilégier finalement? L'option qu'il faut envisager aujourd'hui, et c'est là sans ambiguïté, c'est l'option militaire. Et cette fois-ci, l'option militaire, pas sur le sol congolais. Nous devons exporter la guerre, comme l'avait dit Mzee Laurent Désiré Kabila. Exporter la guerre au Rwanda. Alors, à la question que vous avez posée bien avant, c'est de savoir, est-ce que le Congo peut tenir devant l'armée rwandaise? Quelle chance nous réservons au Congo?
À la réussite d'une telle opération, exporter la guerre au Rwanda, est-ce que la RDC se trouve à possibilité, à capacité de pouvoir le faire? Vous savez, l'une des forces du Rwanda, qui fait que le Congo se sente fragilisé, c'est le fait que le Rwanda a réussi à imprimer dans notre mental et dans notre esprit sa supériorité militaire. Le Rwanda n'est pas supérieur militairement. Il n'est pas supérieur militairement. Si le Rwanda était supérieur militairement, il n'allait pas se servir plus des ruses. Parce que le Rwanda se sert beaucoup plus de l'infiltration, de l'espionnage et de l'argent. Pourquoi pas des femmes aussi? C'est-à-dire, les commandants qui sont sur les lignes de front, ce sont des commandants, si vous ne faites pas preuve de beaucoup, n'est-ce pas, de patriotisme, d'une bonne dose de patriotisme, vous allez tomber dans les filets du Rwanda. On va vous corrompre. Et lorsque vous corrompt, vous êtes le premier à trahir les troupes. C'est l'unique force dont se sert le Rwanda. Et par ailleurs, le fait de penser que essayer d'imprimer dans les têtes des gens que le Rwanda est invincible, c'est quelque chose sur terrain qui a été, on a prouvé suffisamment que le Rwanda c'était des militaires comme tous les autres. Alors pour ce qui se passe pour l'instant, à Rutshuru, c'est que les FARDC qui combattent les M23 appuyés par les Rwanda pour lesquels vous dites que l'armée n'est pas forte. Aujourd'hui, les FARDC sont incapables de repousser les rebelles des zones qu'ils occupent. Bien au contraire. Vous savez, en tactique militaire, il ne faut pas... Il y a des moments où on peut penser qu'une armée est faible. Mais il y a des raisons. C'est eux qui étudient le terrain. Ils savent comment ils sont en train d'opérer. Il y a des endroits où on peut décider de ne pas... Parce que, par exemple, je vais prendre un cas d'une agglomération où le rebelle s'arrange pour que lorsque vous allez vous confronter, lorsqu'il y aura affrontement, les populations, que les populations en pâtissent. Alors, l'armée peut décider de laisser ces gens-là, de faire semblant de se retirer et de contourner. Ou alors de déborder et encercler l'ennemi. Aujourd'hui, à l'étape qu'il est... On est à plus d'une semaine de l'occupation de plusieurs localités du territoire de Rutshuru par les M23. Je vais m'expliquer. Ils ne sont pas délogés. Je vais m'expliquer. Il ne faut pas oublier non plus que la RDC n'agit pas comme un groupe armé. Nous sommes un État. Donc le gouvernement ne peut pas agir de la même manière qu'un groupe armé. Un groupe armé de terroristes. Parce qu'il y a des accords, il y a des engagements que le gouvernement a pris. Et lorsque le gouvernement s'est attendu avec les autres, qu'il y aura un moment d'accalmie, on laisse les troupes de l'EAC entrer, on donne un ultimatum aux rebelles, disons, pas aux rebelles, je préfère les appeler n'est-ce pas, les mercenaires rwandais. On leur laisse le temps de se retirer en exécution de la décision des chefs d'État. Eh bien, nos troupes devraient garder une pause. Ça, c'était vraiment une recommandation. Malheureusement, contrairement à nos troupes, eux sont en train de massacrer les populations à Kishishi. Kishishi, c'est dans le Rutshuru. Plus de 50 civils. Bambou, je ne sais pas où plus de 50 civils ont été massacrés, selon les rapports de la société civile. Tout à fait. Donc, moi je crois que ce qui est en train de se faire maintenant, notre armée est très forte. Seulement, elle était minée jusqu'à ce moment ici. Minée comment? Parce que dans chaque sous-unité, peloton, compagnie, bataillon, brigade, contingent, il y avait toujours des gens infiltrés. Les espions du Rwanda, qui étaient issus des brassages avec des missions spécifiques. Et parmi lesquels, il y a des gens qui ont subi leur entraînement, leur formation, n'est-ce pas, au Rwanda.
dans l'armée rwandaise, qui ont été membres de cette armée et qui se sont retrouvés au sein de l'armée congolaise avec la mission, n'est-ce pas, d'espionner notre armée. Il y a toutes ces raisons-là qui ont fait que notre armée paraisse comme quelque peu faible. C'est parce que sans le renseignement sécurisé, on ne peut pas gagner une guerre. Même si on est la meilleure ou la plus puissante armée de ce monde. Le renseignement détermine, n'est-ce pas, la victoire qu'on peut avoir sur le champ de bataille. Ça, c'est de un. Alors que, aujourd'hui, on a commencé à démasquer les infiltrés rwandais et des Congolais, des nationaux, au service du Rwanda. Vous trouvez que notre armée commence à prendre de l'ampleur. Par ailleurs, nous étions sous embargo, un embargo inexplicable, où on nous refuse d'importer les armes. On laisse à Kagame d'importer les armes quotidiennement, de les transférer même jusqu'au Congo, des armes lourdes, mais on refuse, n'est-ce pas, à nous d'avoir les mêmes moyens pour tenir contre l'ennemi. Donc moi je pense que l'ultimatum est en train de toucher à sa fin, et d'ici là, j'ai confiance que vous allez voir la démonstration de la puissance de feu du Congo, malgré le renforcement en hommes et en matériel que le Rwanda continue à fournir. Alors, vous privilégiez donc l'option militaire, à vous entendre parler, vous privilégiez l'option militaire, mais je veux savoir quel est votre regard par rapport à l'arrivée des troupes de l'EAC. L'option militaire, d'accord, mais avec quelle armée précisément? Avec les FARDC ou avec les troupes de l'EAC qui sont déjà entrées en République démocratique du Congo? Je parlais là des soldats kenyans qui font partie de ces troupes. Comme je le disais tantôt, nous devons finalement commencer à réfléchir autrement. C'est le moment de penser autrement, de réfléchir sécurité congolaise autrement. Ces gens-là sont arrivés. Et cela est une conséquence des engagements que nous avons pris, des engagements diplomatiques, lorsque nous sommes intégrés dans l'EAC. Mais les comportements des officiels congolais, de l'État congolais, sur le champ de bataille, et c'est ce que moi je recommande, et que nous devrions ignorer, en quelque sorte, la présence de ces gens-là. Parce que, en présence ou sur la table, nous avons deux cartes. L'une des cartes que nous sommes appelés à utiliser, c'est la défense territoriale que doit exercer notre armée, les FARDC. Mais par ailleurs, nous avons également les opérations conjointes. En d'autres termes, nous avons les opérations unilatérales, FARDC, contre l'ennemi. Et par ailleurs, nous avons les opérations conjointes, c'est-à-dire les FARDC avec ceux de l'extérieur. Alors, ce qu'il y a, c'est quoi? Les FARDC devraient continuer avec le même élan, parce qu'ils se comportent très bien maintenant, actuellement, sur le terrain. Continuer avec le même élan et ne pas partager des informations, des renseignements très sensibles avec les gens de l'EAC. Nous savons que l'Ouganda a fait montre d'une doublure de visage dans ses opérations ici. L'Ouganda qui nous aide à combattre l'ennemi dans le Béni. Et au même moment, l'Ouganda nous vient par le dos et nous attaque au niveau de Bunagana. Donc, ces gens-là, il faut les laisser là-bas, mais il faut faire des choses par surprise, sans même les informer. Et continuer, parce que nous jouissons de la souveraineté, nous avons le droit de défendre notre pays avec ou sans l'EAC. Comment analysez-vous les discours de Yoweri Kaguta Museveni, le chef de l'État ougandais, qui a déclaré lors de l'ouverture des travaux de Nairobi lundi dernier par visioconférence que les groupes armés qui ne vont pas déposer les armes vont faire face à la force régionale? Comment vous analysez ce discours du chef de l'État ougandais? Ce discours-là n'est pas premier. On ne peut pas continuer à vivre comme un pays ou un État qui ne compte que
sur la puissance ou la force militaire extérieure pour survivre. Non. Eh bien, moi je crois que... Vous demandez au gouvernement d'y aller seul avec les gouvernements avec l'armée nationale. Le gouvernement devrait faire comme si ces gens-là n'existaient pas. Comme si la force de l'EAC n'existait pas. Comme si elle n'existait pas. Je ne sais pas si cette force-là est mieux équipée en hommes et en matériel que la MONUSCO. Encore que je note ici l'appel de Ndaye Chimie, le chef de l'État burundais, qui a demandé à la communauté internationale de financer les opérations de la force régionale. Une preuve qu'effectivement la force n'est pas financée, n'a pas de sous pour pouvoir faire la guerre. Avant de répondre d'ailleurs à cette question, la question qu'on devrait se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous avons recouru à ces gens-là. Pourquoi nous recourons à eux? Même si on peut être membre d'une organisation régionale ou sous-régionale, on peut s'en passer devant certaines crises. On ne peut faire appel, n'est-ce pas, à ses compères d'une structure sous-régionale ou régionale que lorsqu'on est dépassé par l'événement. Dans le cas d'espèce, moi j'ai confiance aux Congolais. Nous pouvons gagner cette guerre sans la MONUSCO et sans la force de l'EAC. Alors, dernière question pour le Tata. Je pouvais peut-être... ajouter quelque chose brièvement parce que la réalisation me signale que je dois céder les plateaux. Ce que je vais rappeler ici, c'est que le Congo est riche en potentialité pour mener à bien cette guerre et remonter la puissance militaire. Eh bien, ces potentialités sont lesquelles nous avons une jeunesse que nous pouvons évaluer à peu près 60 millions d'habitants. Si on peut prendre juste la moitié de cette jeunesse, 30 millions, alors que le Rwanda, toute la population, y compris les vieillards, il ne peut pas dépasser 10 millions, eh bien, toutes ces jeunesses-là, on la forme en paramilitaire. Ce que j'ai toujours proposé. Tout le monde, les journalistes, nous, les avocats, et les enseignants d'université, tous les chercheurs et consorts, nous apprenons à manier l'arme. J'ai salué beaucoup le programme qu'on a intégré dans l'université, mais ça ne suffit pas. Il y a peu de jeunes là-bas. Beaucoup de jeunes ne sont pas à l'université. Faut libéraliser. Il ne faut pas les oublier aussi. Il faut libéraliser. Oui, libéraliser, que cela aussi soit intégré d'une manière ou d'une autre. Dernière question, M. Kouletata. Le président rwandais a affirmé que le problème du M23 fait partie de plusieurs autres soucis sécuritaires qui se posent dans la région, mais qui n'ont jamais été réglés. Vous soutenez l'option militaire, mais est-ce que l'option militaire va permettre de régler tous ces problèmes dont a fait allusion Paul Kagame? C'est notamment la question des FDLR, la question de l'intégration régionale des autres communautés et tout ça. Il semble que la guerre à l'est de la RDC, notamment celle du M23, a des connotations sociologiques, a des dimensions sociologiques, socio-sécuritaires, qu'il faille dérégler dans l'ensemble, et c'est apparemment l'une de l'option envisagée pour parler de Nairobi. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec Paul Kagame lorsqu'il dit qu'il fallait prendre en compte tous ces aspects pour une solution durable en fait dans la région? C'est de la pure distraction. Lorsqu'on parle des FDLR, je crois que l'armée congolaise et le gouvernement congolais ont contribué à la neutralisation des chefs des FDLR. Même si ça peut être à connivence avec le Rwanda, mais le Congo l'a permis. Bon, je ne sais pas pourquoi on va continuer à évoquer le cas des FDLR ici. Moi, je crois que la réalité se trouve plutôt ailleurs. Kagame est en train de distraire les gens. La réalité se trouve où? Kagame a toujours considéré la RDC comme étant sa ferme, où il y a des vaches et où il peut entrer quand il veut, il abat quelle vache il veut, à consommer ou à laisser pourrir, ça c'est Kagame. Donc, pour que cela cesse, il faut que le Congo s'organise militairement et qu'il arrive à imprimer ce qu'on appelle l'effet de dissuasion militaire. Donc, que notre armée atteigne l'état d'être une armée dissuasive. C'est seulement à ce moment-là que nous pourrions discuter de la paix de manière équitable et dans le respect mutuel. Mais dans le cas contraire, toutes les raisons que Kagame avance sont loin d'être la réalité. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kouletata. Talk Hebdo, c'est
terminé pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir regardés à travers Moto TV. Cette émission est une coproduction des deux médias universitaires, Moto TV pour l'IAC et la voix de l'UCG pour l'Université catholique de Graben. Nous étions sur ce plateau avec Koulé Tata. Je rappelle, il est expert des questions socio-sécuritaires en région de Grand Lac. Merci Koulé Tata d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Voilà, vous allez suivre donc cette émission en rediffusion à la fois sur Moto TV et à la voix de l'UCG. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Chaque semaine, nous recevons pour vous les acteurs pour débattre de questions qui font la une de l'actualité dans les domaines politiques.